Vous êtes une femme, vous souhaitez donner du sens à votre sexualité de couple, en faire un lieu de partage, de joie et de ressources. Je m'appelle Hélène Dumont, je suis conseillère conjugale et familiale, sexothérapeute et auteure du livre Terre éclose, la sexualité au féminin, aux éditions de l'Emmanuel. Dans la 3e saison de Sexo, je continue à vous ouvrir les portes de mon cabinet pour vous partager les questions qui me sont le plus posées et les points de repère que j'offre en réponse, afin que chacune puisse y puiser quelques pistes de réflexion sans pression. Bonjour Hélène. Bonjour Marie. Alors dans cet épisode, vous allez nous parler de routine, celle qui permet au quotidien de rouler sans trop d'accrocs, celle qui rassure, qui permet l'attachement, mais celle qui parfois aussi est trop monotone, trop ennuyeuse. Alors dites-nous, notamment dans le domaine de la sexualité, la routine, est-ce qu'elle est bonne ou mauvaise ? Alors, je vais vous lire une demande que j'ai reçue d'un couple, la quarantaine bien amortie. Avant, tout allait bien, maintenant c'est un peu la routine. Finalement, quel sens donne-t-on à notre sexualité ? Nous voudrions la questionner. L'idée serait de retrouver l'enchantement de nos premières unions. Bon, vaste demande, hein, n'est-ce pas ? Peut-on avoir une sexualité enchantée tout au long de la vie de couple ? Et sinon, effectivement, quel sens à la sexualité ordinaire, routinière ? Alors on le voit, hein, cette question de fond soulève bien d'autres problématiques, comme celle du désir, de la complicité, mais aussi de la fidélité, de la sexualité du couple, qui désire s'engager sur le long temps de l'existence. Oui, c'est très intéressant, ça soulève plein d'interrogations. Pour commencer, dites-nous d'abord, effectivement, quel est le sens de la sexualité dans le couple ? La sexualité du couple a une fonction unitive et procréative. Procréative car elle permet au couple de transmettre la vie, de s'ouvrir à cette dimension, et unitive en renforçant l'unité des conjoints, leur amour, leur complicité, à travers notamment le plaisir partagé, à la fois sensoriel et émotionnel. Mais l'on sait bien que cette dimension unitive est régulièrement mise à l'épreuve du temps, de la fatigue, de nos contrariétés relationnelles, tout simplement. Voilà, normal au sein du couple. Le désir sexuel est fluctuant, la complicité intime également. Et nous savons que cette dimension unitive est importante. Elle ne fait pas tout, mais elle y participe. Donc, quand un couple vient l'interroger en entretien, il faut la prendre avec sérieux. Elle participe à l'attachement du couple, elle questionne leur berceau conjugal, le désir de s'aimer. Et vouloir réenchanter sa sexualité, c'est oser questionner la complicité érotique qui nous relie au sein du couple et vouloir poser un regard nouveau dessus. Oui, c'est ça. En fait, la chose à faire, c'est plus changer de regard que de façon de vivre sa sexualité, finalement. Oui, la sexualité du couple, elle est tout à fait ordinaire. Oui, on ne peut pas changer ça. En fait. Voilà. Et parfois, elle est extraordinaire. Quand même. Voilà. Mais le plus souvent, elle est quand même assez ordinaire. Donc, réenchanter sa sexualité, ce n'est pas penser l'extraordinaire de façon systématique. C'est dans un premier temps se demander comment savourer ce qui est déjà donné. De nombreuses personnes revendiquent la norme d'une entente érotique qui serait basée sur l'alignement du désir sexuel des conjoints en termes de fréquence, de complicité ou de qualité. Malheureusement, cette supposée synchronie fantasmée n'est pas toujours au rendez-vous, ce qui provoque de la déception. Ce que me disent les couples, c'est pas normal. Et à ce train-là, nous allons dans le mur, quoi. Carrément. Effectivement, c'est très intéressant ce que vous nous dites. Donc, ça veut dire qu'on peut être en décalage avec son conjoint, ne pas arriver à avoir cette vie sexuelle dont on rêve, fréquente, complice, de qualité, et pour autant être un couple qui fonctionne bien. Oui, mais je constate une tyrannie de la norme qui vient desservir les couples. Ah oui. Voilà. Et la norme, on ne sait pas trop d'où elle vient, elle est tacite. Les personnes que je reçois évoquent souvent cette croyance que pour faire durer le couple, il faudrait faire l'amour régulièrement, mais plus encore, le faire comme il faut. Selon un certain nombre de critères,
glanées ici ou là, au gré des magazines et des discussions. Donc c'est très subjectif. De là à penser que l'entente sexuelle est une obligation nécessitant un savoir-faire, en fait, il n'y a qu'un pas, quoi. Donc la sexualité plan-plan, en régularité comme en complicité, celle dont le scénario ne varie guère, elle n'a pas le vent en poupe. Et ma réaction initiale, dans un premier temps, serait plutôt de dire, doit-on réenchanter sa sexualité à tout prix ou apprendre aussi à apprécier la sexualité ordinaire? C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Oui, je pense que vous penchez plutôt pour la deuxième réponse. Exactement. La sexualité, pour moi, n'est pas uniquement le combo parfait d'une série de préliminaires, d'une recherche de communion parfaite, d'une pénétration longue ou d'une jouissance systématique. La sexualité ordinaire, c'est celle d'un couple qui se voit au quotidien. Ce n'est pas toujours glamour et c'est bien souvent imparfait. Et certains couples, sûrement les plus apaisés à propos de ces questions, me disent que l'ordinaire leur va bien et c'est rassurant, ça leur convient. Et surtout, me disent-ils, cette sexualité-là a le mérite d'exister. Fait vaut mieux que parfait, comme on dit, un petit clin d'œil à nos fabuleuses. Aussi dans le domaine de la sexualité. Sur quel point faites-vous travailler les couples que vous recevez pour arriver à ce changement de regard ? Alors, je pense à différents points intéressants que nous pouvons questionner avant de penser régularité et complicité. Parlons d'abord de la caresse. Je parle de la caresse sexuelle. Il y a plusieurs façons de l'envisager et c'est un bon exercice pour comprendre concrètement ce changement de regard. Donc pour aujourd'hui, j'en distinguerai 3. Il y a donc la caresse thérapeutique, la caresse masturbatoire et la caresse érotique. Alors la première, quelle est-elle ? Alors la première, la caresse thérapeutique, en réalité n'est pas une caresse à proprement parler, mais plutôt une forme de toucher. Je pense par exemple aux femmes qui souffrent de vaginisme. Je leur conseille souvent de se masser l'entrée du vagin pour décontracter les muscles qui l'entourent. L'intention est thérapeutique, l'idée est d'accompagner un processus de guérison avec douceur, bien entendu. On vous renvoie à l'épisode précédent. Donc ça, c'est plutôt un cas particulier. Et les autres types de caresses ? La caresse masturbatoire, elle, c'est la caresse qui intentionnellement cherche à exciter l'autre, et notamment son sexe, dans le but de provoquer de la jouissance ou un orgasme. Et là, je dis attention. Certaines personnes se plaisent à caresser l'autre dans ce but uniquement, soit parce que cela les valorise. Finalement, provoquer de l'excitation chez l'autre, ça leur donne l'impression d'avoir ce pouvoir-là et donc ça les valorise. Soit parce qu'elles ont envie d'en finir et d'en finir au plus vite, quoi. Il y a aussi certaines personnes qui pensent que c'est ainsi qu'il faut faire pour faire plaisir à l'autre. Donc c'est dans leur représentation. Mais je pense à une femme qui me disait que son mari lui donnait l'impression de lui arracher une jouissance à tout prix. Et je pense à un homme qui me disait se sentir blessé car sa femme le caressait ainsi pour abréger ce moment d'intimité, ou encore à un homme qui vivait l'impression désagréable de se faire malaxer, ou encore à une femme qui disait que finalement, ça lui faisait mal, quoi. Cette caresse, donc si je vous suis, crée plutôt donc des malentendus, des frustrations, des déceptions et puis de l'agacement. Voilà, c'est exactement ça. La caresse masturbatoire, en tout cas à visée masturbatoire, n'est pas très intéressante. Et même, parfois, ce qui ressort en entretien, c'est que la personne a l'impression de ne pas être considérée, de ne pas être respectée. Mais voilà, c'est vrai que cette caresse, elle est quand même le plus souvent le résultat d'une mauvaise compréhension de la sexualité. C'est une représentation basée sur un modèle excitatoire, quoi. Voilà, il faut faire comme ça. Alors, comment faire pour vivre une caresse positive ? Eh bien, je pense à la caresse érotique et amoureuse. Alors, c'est subtil, parce que tout repose dans l'intention. Mais cette intention, pour moi, elle change vraiment la façon de caresser l'autre dans son corps, dans son sexe. Et pour moi, ce petit ingrédient participe au réenchantement, justement. Il s'agit de caresser l'autre, non pas pour l'exciter, mais d'abord pour l'honorer. Donc, l'honorer dans son corps, mais aussi dans la différence des sexes. Enchanter sa sexualité, n'est-ce pas tout d'abord honorer le corps de l'autre ? C'est une belle définition. Voilà, honorer le corps de l'autre dans sa différence. Lui donner aussi de l'amour là où il a besoin d'en recevoir, mais quelles que soient les parties du corps.
N'est-ce pas caresser l'autre sans rien forcer de son excitation, mais plutôt en respectant son rythme, toujours dans cette alliance subtile de tendresse et de sensualité dont nous avons déjà parlé. Donc caresser l'autre avec cette intention bienveillante qui peut être gourmande, c'est pas incompatible, c'est vraiment lui dire « je t'aime tel que tu es, tel que tu es fait, tel que tu es faite. Je t'aime pour ce que tu es différent de moi, je t'apprivoise, j'apprivoise ton corps et je t'aide aussi à l'apprivoiser. N'est-ce pas cela, se donner à l'autre ?» Donc c'est là qu'il est question d'intention, c'est subtil et ça doit certainement demander beaucoup de délicatesse relationnelle entre les conjoints. Exactement. D'ailleurs, l'intention gestuelle est bien souvent liée au regard, celui que je pose sur l'autre. Et c'est ainsi qu'on érotise le corps de l'autre, finalement. En tous les cas, c'est l'une des façons de le faire. Et là, je renvoie à la saison 2 où nous parlions d'érotisme. Quand je regarde l'autre et que je prolonge ce regard du geste, je fais habiter mon geste d'une intention amoureuse en prenant conscience du caractère exclusif de ce moment-là. Donc ce dos, ces jambes, quelle chance inouïe j'ai de les caresser et d'y accéder. N'est-ce pas enchanteur cela aussi, de se le rappeler justement, Marie. Le corps de l'autre n'est pas indu. Je pense que c'est important de le repérer. Donc l'idée est de savourer cette chance d'y accéder. On sort de la tension sexuelle à proprement parler, mais ce regard, ce geste encouragent et soutiennent la tension sexuelle. On y accède plutôt par des chemins détournés. Alors c'est très beau, mais la question qui se pose dans ce regard, c'est que faire quand le corps vieillit, qui devient moins agréable à regarder. Est-ce que c'est vraiment enchanteur de regarder des rides, un corps qui a beaucoup changé? Question intéressante. Plus j'aurais posé un regard enchanté sur le corps de l'autre, plus le corps de l'autre restera enchanteur. Ah, d'accord. C'est là le truc. Voilà, c'est là le truc de la sexualité ordinaire qui devient extraordinaire, justement. Et peu importe les rides, les cicatrices, les vergetures, l'hygiène corporelle, c'est important, prendre soin de son corps aussi, mais le vieillissement est normal en tout cas. Et quelle joie de vieillir ensemble. Alors, il ne faut pas rester coincé dans un regard esthétique, celui d'un corps parfait. Il ne faut pas se laisser polluer non plus par les injonctions sociétales, celles du jeunisme. Mais quel privilège d'accompagner le corps changeant et vieillissant de l'autre dans cette vulnérabilité de l'âge, accueillir cette réalité de la chair sans la mépriser. Alors, je reviens à la caresse que vous évoquiez auparavant. Dans la réalité, est-ce qu'il est vraiment facile de distinguer comme ça une caresse masturbatoire d'une caresse que l'on pourrait qualifier d'amoureuse avec tout ce beau regard chargé d'intention amoureux? C'est vrai que c'est pas facile, mais c'est possible. Moi, en tant que sexothérapeute, j'invite vraiment les couples à discuter autour de ça. Quelles sont les caresses que tu me donnes et que j'aime recevoir? Et comment est-ce que j'aime être caressée? Je trouve que c'est un dialogue déjà qui est très intime et qui demande souvent un peu de courage. C'est vrai que c'est pas facile de communiquer autour de son désir, mais cela veut dire aussi que l'on assume ou que l'on se connaît bien. Ça, c'est un vrai chemin. Aux hommes, de façon plus spécifique, je leur demande de réfléchir entre 2 entretiens sur la question suivante. Quelle est mon intention quand je désire faire l'amour? Est-ce que j'ai une tension sexuelle dont je voudrais me défaire? Ou est-ce que j'ai vraiment le désir de rencontrer ma femme et de l'aimer? Alors, que répondent-ils? On pourrait croire que les hommes me répondent de façon systématique, les deux. En réalité, cet exercice leur permet d'accéder à une perception plus fine de leur tension sexuelle. Donc, c'est l'occasion de parler de besoins sexuels et de désirs sexuels qu'ils savent la plupart du temps percevoir, même si ces 2 fils sont bien souvent mêlés. L'idée, c'est de bien se connaître, en tout cas de les accompagner vers cette bonne connaissance de soi. C'est l'occasion de réfléchir à la question suivante. Est-ce que ma femme est le réceptacle de ma tension sexuelle? Donc l'idée n'est pas de juger, mais il faut être au clair avec ça. Et ça permet aux hommes, plus en demande, de penser leur tension sexuelle. D'où vient-elle? Est-ce qu'elle est le résultat d'un stress, d'une anxiété, peut-être d'un besoin de réassurance dans le fait d'être aimé? Je crois qu'il faut parler de tout ça pour sortir d'une sexualité automatique et accéder à une sexualité vraiment choisie.
Donc, il s'agit toujours de bien connaître ses intentions et donc de se connaître soi-même et puis de connaître l'autre, toujours de communiquer. Et oui, et d'ailleurs, c'est l'une des premières déceptions de la vie conjugale. C'est pas drôle, hein, mais bon, c'est comme ça. C'est de réaliser que mon mari ou ma femme n'est pas parfait et qu'il ne me comblera pas ou qu'elle ne me comblera pas, sexualité comprise. Voilà. La deuxième déception, c'est de réaliser que je ne changerai pas l'autre. Voilà, oui, deux déceptions majeures. Les femmes peuvent avoir tendance à demander à leur conjoint de rentrer dans un fonctionnement du désir qui soit le leur quand même. Donc, un fonctionnement du désir qui soit typiquement féminin, en tout cas typiquement le leur selon leur personnalité, et inversement pour les hommes d'ailleurs. En réalité, l'accordage est mutuel. C'est un va-et-vient permanent entre un fonctionnement puis un autre. Dans la sexualité, c'est pareil. Le langage érotique du couple se cherche de façon permanente et c'est ça ce qui est intéressant. Et à l'écoute des couples que j'accompagne, penser cette réalité les fait grandir, les apaise souvent et toujours ça les rassemble. C'est un chemin de sagesse qui n'exclut pas les délices charnelles. Et n'est-ce pas enchanteur, ça ? Tout à fait. C'est un peu, ça me fait penser un peu à la danse, à une danse de couple. Exactement. C'est très romantique. Ouais. Mais que faire quand concrètement, de revenir à la réalité, mais quand l'un insiste sur telle ou telle façon de vivre sa sexualité et que l'autre ne veut pas accéder à ce désir, que faire ? Oui, quand l'une des personnes rencontre une absence de désir, on va plutôt l'encourager à travailler sur son désir, sa façon de le vivre, ses représentations, mais de façon beaucoup plus globale, c'est pas que sexuelle. Mais du coup, la relation du couple sera explorée, forcément. Mais il est important que cette personne puisse être entendue dans son non, que ce soit dans un refus de faire l'amour, d'ailleurs, ou dans une pratique quelconque. Tout le monde a le droit de dire non. Parce que la demande ne rejoint pas ses valeurs, parce que cette demande semble humiliante, parce que ça ne l'excite pas du tout, ou parce qu'elle est fâchée, ou parce qu'elle a mal, ou parce qu'elle a envie de dormir, ou voilà quoi. Peu importe les raisons. Nous ne sommes pas des machines dans lesquelles il suffirait de mettre une pièce pour se mettre en action. C'est toute la question du consentement, valable aussi au sein du couple, marié ou pas d'ailleurs. Et plus une personne se sent aimée et comblée au niveau relationnel, affectif et sexuel, même si cela n'est pas parfait, plus le refus est facile à accueillir et ne devient pas une affaire d'État au sein du couple. C'est logique, mais ça demande du travail. Oui, le couple, ça se travaille. C'est comme ça. On ne peut pas tout avoir sur un plateau d'argent. C'est vrai. C'est un vrai travail de couple. C'est un travail de maturité qui demande beaucoup de respect, qui demande beaucoup de patience. Penser que telle pratique ou que telle fréquence va enchanter la sexualité, je pense, est un leurre. Oui, de façon automatique. De façon automatique. Magique. C'est pas parce qu'on va changer notre façon de faire ou qu'on va en modifier la fréquence que d'un coup, la sexualité va devenir absolument géniale. Moi, j'invite le couple plutôt à un co-accompagnement. On peut échanger sur ses désirs et accepter que l'autre les pense par étapes. Par exemple, je peux faire aussi part de mes appréhensions à l'autre, mais rester ouvert à une éventuelle progression. Et plus la confiance est grande, plus ce dialogue est facile et accepté. Je vais donner un exemple. Un homme peut demander telle pratique et la femme pourrait répondre, écoute, pour l'instant, moi, je peux pas t'embrasser comme ça ou ici. Par contre, peut-être qu'on pourrait faire comme ça en attendant. Voilà, c'est-à-dire qu'on y va par étapes et puis on voit ce que ça donne. Donc pour résumer, pour réenchanter sa sexualité, il faut plutôt questionner le désir et l'intention au sein du couple avant de penser technique et fréquence. Voilà. C'est tout à fait ça et c'est très important. Quelle place laisse-t-on au désir de se rencontrer ? Est-ce important pour nous ? Pense-t-on le désir en fonction d'une soi-disant norme ou en fonction de ce que l'on désire vraiment ? La difficulté de s'accorder est-elle le symptôme d'une relation qui s'étiole ? Pas forcément. D'une insatisfaction difficile à nommer ? À réfléchir. Ou d'une blessure appartenant au passé ? Ou comment faire pour parler en vérité de ce qui me plaît, de ce qui ne me plaît pas ?
comment le communiquer à l'autre. Pour conclure, réenchanter sa sexualité, ce n'est pas forcément accéder à des choses folles, c'est plutôt repenser avec l'autre ce qui a du sens pour moi, ce qui fait que je me sens aimée. Oui, et toute la vie de couple devra s'efforcer de construire un langage érotique commun. C'est un langage qui va évoluer en fonction des périodes de la vie, de la maturité aussi. La sexualité du couple se trouve vraiment au carrefour de 2 histoires, de 2 désirs, de 2 univers, ce qui la rend vraiment riche et très intéressante. Merci beaucoup Hélène. Merci de nous avoir écoutés. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à vos sœurs et amis, pour qu'elles puissent en bénéficier. Vous pouvez aussi mettre une note de 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast afin que le podcast soit connu par le plus de femmes possible. Et si vous êtes branchés réseaux sociaux, rejoignez-nous sur le compte Instagram des podcasts de Famille Chrétienne. N'hésitez pas à faire part de vos interrogations, de vos remarques et suggestions de sujets. Et à la semaine prochaine.